Le 27 septembre 2019, Lauren Showers, âgée de 19 ans, travaillait comme ouvrier sur un chantier de construction au Montana. Ce jour-là, son travail était de conduire un chariot élévateur sur un pont d'autoroute près de Wilsall. Le temps était clair, les machines bourdonnèrent en arrière-plan et Lauren était concentrée sur la tâche à accomplir, juste un autre jeune homme gagnant sa vie. Mais soudain, les choses ont mal tourné. Ce qui avait commencé comme une journée de travail ordinaire allait devenir un horrible cauchemar. Les voitures, impatientes au feu, ont commencé à le doubler illégalement. Le pont était une seule voie traude, étroite, déjà à peine assez large pour Lauren et le gigantesque chariot élévateur de 6 tonnes qu'il conduisait. Lauren s'approcha avec précaution du bord tandis qu'une voiture l'évitait de justesse. C'est alors que c'est arrivé. Le bord fragile du pont, ne pouvant supporter les 4 tonnes du chariot élévateur, a cédé soudainement. La machine s'inclina, puis commença sa chute terrifiante. Lauren a instinctivement essayé de sauter, mais sa jambe s'est coincée dans la ceinture de sécurité. Il pendait impuissant alors que le chariot élévateur le traînait en bas de la colline de 50 pieds. Le chariot élévateur a fait plusieurs tonneaux. Chaque impact était un fracas assourdissant de métal et de terre. Lauren a touché le sol vivant, mais avant qu'il ne puisse même comprendre ce qui s'était passé, la massive machine s'est écrasée sur lui, écrasant son corps à partir de la taille. La scène était effroyable. Les secouristes se sont précipités pour le libérer des débris tordus, mais le temps était compté. Comment survivre à un événement aussi inimaginable ? Aujourd'hui, je vais couvrir 7 histoires choquantes d'accidents de travail qui se sont terminées en horreurs inimaginables. Ce ne sont pas les histoires typiques de petits dérapages et d'erreurs inoffensives. Ce sont les pires des pires. Comme toujours, la discrétion des spectateurs est conseillée. Revenons à l'histoire de Lauren. Après avoir été écrasé sous le chariot élévateur, Lauren est resté pleinement conscient, fixant les dégâts. Il a plus tard décrit la vue terrifiante de ses jambes coincées et a réalisé que tout en dessous de sa taille était détruit. À leur arrivée, les secouristes étaient choqués. Nul n'avait vu auparavant quelqu'un survivre à des blessures aussi dévastatrices. Avec le pont effondré, l'effort de sauvetage allait être risqué. Les débris étaient instables, menaçant de s'effondrer davantage. Le temps pressait, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à le libérer et à le stabiliser. À son arrivée à l'hôpital, les médecins ont vite compris qu'il n'avait pas d'autre option pour Lauren. Ses blessures étaient des trop graves pour sauver ses jambes. Son bassin était complètement brisé. Ses jambes étaient écrasées au-delà de toute réparation et les dommages étaient irréversibles. Pour lui sauver la vie, ils ont dû pratiquer une opération connue sous le nom de hémicorporectomie, qui est une chirurgie rare et extrême pour enlever tout ce qui se trouve en dessous de sa taille. Cette opération est si rare que même la plupart des chirurgiens ne la connaissent que par les manuels médicaux. Les énormes risques de perte de sang, d'infection et de traumatisme rendaient ses chances de survie très minces. Mais Lauren a défié les pronostics. L'opération a réussi et il a survécu. Au réveil, Lauren avait perdu ses jambes, son bassin et ses parties génitales, mais était miraculeusement en vie. Au lieu d'abandonner, il a choisi de s'adapter. Il a utilisé un siège prothétique sur mesure et a appris à équilibrer son poids et à gérer les tâches quotidiennes. Malgré tout, sa petite amie Sabia était restée à ses côtés et les deux se sont finalement mariés. Ensemble, ils ont su rebâtir leur existence. L'histoire de Lauren est celle d'une survie contre des chances impossibles. Mais certaines des histoires que vous allez entendre n'ont pas une telle fin heureuse. Lauren est notre seule survivante. Passons à la vitesse supérieure. Que se passe-t-il lorsque la formation à l'ancienne rencontre la nouvelle technologie ? Cela nous amène à l'histoire glaçante de Kenji Urada. Kenji Urada était un ouvrier de maintenance de 37 ans à Kawasaki Heavy Industries à Akashi au Japon. Malgré la multiplication des robots industriels dans les usines en 1981, les protocoles de sécurité n'existaient pas encore. Cela signifiait que les travailleurs de maintenance, dont Kenji, avaient une formation limitée sur l'interaction sécurisée avec ces robots. En ce fatidique mois de juillet, Kenji est allé travailler comme d'habitude. L'usine bourdonnait d'activités fabriquant des pièces pour machines industrielles et il en était l'élément central. La tâche de Kenji ce jour-là paraissait banale. Un robot de production était défectueux et il avait besoin de maintenance. Normalement, il faudrait éteindre totalement le robot avant d'entrer. Pourtant,
Pour des raisons inconnues, Kenji a franchi la barrière de sécurité. Au lieu d'ouvrir la porte, ce qui aurait automatiquement coupé l'alimentation du robot, il l'a escaladé, laissant sans le savoir le robot actif. Au début, tout semblait normal. Kenji inspectait le robot, ignorant probablement le danger. Mais pendant qu'il travaillait, les capteurs de la machine, toujours opérationnels, ont mal interprété sa présence. Le robot a pris Kenji pour une partie de la chaîne de production. Soudain, son bras mécanique bougea, prenant vie avec une précision surhumaine. Avant que Kenji puisse réagir, le bras l'a attrapé et l'a plaqué contre une machine à meuler à proximité. La scène est devenue graphique en un instant. Se déplaçant avec une précision froide et insensible, le bras mécanique du robot a attrapé Kenji et l'a poussé de force contre une machine à meuler à proximité. Piégé et incapable de s'échapper, son corps a été écrasé par les mouvements implacables de la machinerie. Imaginez travailler dans un lieu où les machines ne distinguent pas une personne d'une pièce. Les collègues se sont précipités pour aider, appuyant frénétiquement sur les boutons d'arrêt d'urgence en vain. L'usine était remplie du bruit des machines lourdes couvrant les cris de Kenji. En quelques instants, il est décédé. Après l'incident, les enquêteurs ont cherché à comprendre ce qui avait mal tourné. Ils ont découvert que Kenji avait contourné des étapes de sécurité, probablement pour finir rapidement la réparation. Mais le problème majeur était l'insuffisance des dispositifs de sécurité. À l'époque, des choses comme verrouiller les robots ou les clôturer pendant la maintenance n'étaient pas une pratique standard, et Kenji est malheureusement devenu une victime d'un système qui n'était pas conçu pour protéger les travailleurs des machines avec lesquelles il travaillait. La mort de Kenji est maintenant connue comme le premier cas enregistré d'un robot tuant un humain au Japon. Mais quelques années plus tôt, quelque chose de similaire s'est produit aux États-Unis. C'est l'histoire de Robert Williams. C'était le 25 janvier 1979. Robert, à l'époque, était un ouvrier de 25 ans au centre de coulée de la Ford Motor Company dans le Michigan. Ce jour-là, il travaillait avec un système massif de récupération de pièces conçu pour déplacer des matériaux lourds à travers le sol de l'usine. Le système reposait sur des bras robotiques pesant plus d'1 tonne pour récupérer des pièces dans des racks de stockage haut. Mais un problème est survenu. Le système donnait des comptes d'inventaire erronés, indiquant des bacs pleins alors qu'ils étaient vides. Pour résoudre le problème, Robert a grimpé dans les racks de stockage afin de récupérer les pièces à la main. Ce n'était pas la première fois qu'on prenait ce raccourci. Les robots étaient souvent lents et les travailleurs humains avaient l'habitude d'intervenir pour gagner du temps. Mais alors que Robert travaillait, l'un des bras robotiques a soudainement bougé. Le bras a balancé avec une précision mécanique et a frappé Robert directement sur la tête. L'impact a été catastrophique, le tuant sur le champ. Ses collègues ont mis près de 30 minutes à réaliser que quelque chose n'allait pas et à trouver son corps. Une enquête a par la suite révélé les dangers du système. Il n'y avait pas d'alarmes ou de capteurs pour avertir les travailleurs lorsque le bras robotique allait bouger et pas de barrière pour séparer les gens des machines. Les travailleurs supposaient qu'en étant prudents, les robots ne seraient pas menaçants. Mais le robot, conçu pour l'efficacité, ne voyait pas Robert comme une personne, juste une autre partie de l'environnement. La mort de Robert a révélé une vérité cruelle sur les accidents industriels. Il n'y a pas de malveillance, pas d'intention, juste une force mécanique froide. Et c'est ce qui rend ces histoires si glaçantes. Maintenant, laissons derrière nous le monde des robots et regardons quelque chose de plus traditionnel. Notre histoire suivante est une tragédie qui illustre comment la négligence humaine peut être aussi fatale que toute machine high-tech. C'est l'histoire de Simon Jones. Simon était un étudiant universitaire de 24 ans de Sussex, faisant une pause dans ses études en anthropologie. Il était curieux du monde et passionné par la justice sociale, s'engageant souvent dans l'activisme et faisant campagne pour un traitement équitable des travailleurs. Simon aimait voyager, faire des rencontres et découvrir de nouvelles cultures, ce qui s'accordait avec ses études. Durant ses études, Simon a cherché un job étudiant pour subvenir à ses besoins et acquérir une expérience du monde réel. En avril 1998, il s'est rendu dans une agence de recrutement appelée Personnel Selection, espérant trouver un travail temporaire. Ils lui ont attribué un travail au quai de Roman à Shoreham, où il aiderait à décharger les cargaisons des navires. Simon n'était pas conscient des risques ou des dangers potentiels de son environnement de travail.
Pour lui, c'était juste un moyen de gagner de l'argent pendant qu'il planifiait ses prochaines étapes. Mais cette décision lui coûterait tragiquement plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Pour son premier jour, au quai de Roman à Shoreham, Simon est arrivé prêt à travailler. Il pensait probablement que décharger des cargaisons de navires serait un travail facile pour gagner rapidement de l'argent. Mais ce n'était pas un lieu de travail banal. Le rôle de Simon n'était pas de faire marcher les machines. Il travaillait plutôt dans la soute à marchandises, près d'une énorme pince mécanique de 2 tonnes contrôlée de l'extérieur. Mais le quai était un endroit dangereux, rempli de machinerie massive, de cargaisons lourdes et d'activités constantes. C'était un endroit où une seule erreur pouvait coûter une vie. Simon a été assigné à travailler dans la cale d'un navire. Cela impliquait de s'enfoncer dans un espace confiné où la cargaison était manipulée. Au-dessus de lui, la pince mécanique déplaçait de grandes quantités de cargaison. Ce morceau de machinerie n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait manipuler. Il fallait de la formation et de l'expérience pour comprendre ses mouvements, ses dangers et comment rester en sécurité à proximité. Mais Simon n'avait pas cette formation. Personne ne l'avait informé des risques ou comment rester en sécurité. Il n'a reçu aucun casque de sécurité ni équipement de protection. Il a été envoyé directement dans l'une des zones les plus dangereuses à l'eau du quai, sans aucune préparation. Ce jour-là, la grue devait soulever la cargaison hors de la cale. Simon travaillait directement sur son chemin, mais personne ne s'est arrêté pour penser à ce qui pourrait arriver. Les opérateurs ont probablement supposé que Simon savait ce qu'il faisait ou ne réalisait même pas sa présence. Aucune précaution n'a été prise pour garantir sa sécurité. Puis, l'impensable est arrivé. La pince massive contrôlée de l'extérieur s'est activée alors que Simon était encore dans la cale. Elle a entamé sa routine habituelle avec une précision mécanique et froide. Mais cette fois, ce n'était pas seulement du fret sur son chemin, c'était Simon. Les mâchoires métalliques de la pince se sont refermées sur lui, le tuant sur le coup. La force était inimaginable et personne ne pouvait l'arrêter à temps. Les travailleurs à proximité regardaient avec horreur la machine accomplir sa tâche programmée, ignorant qu'elle venait de prendre une vie. La scène a laissé tout le monde stupéfait. Les secours ont découvert le corps de Simon dans un lieu de travail qu'il avait totalement délaissé. Les enquêtes ont révélé à quel point le système avait échoué. Simon n'avait pas été formé, n'avait pas été averti et n'avait pas été protégé. Il avait été placé dans l'une des parties les plus dangereuses du quai sans aucune des protections que vous attendriez d'un travail à haut risque. Il n'y avait pas d'alarme pour avertir lorsque la pince était sur le point de bouger. Personne n'avait vérifié si c'était sûr pour Simon d'être sur la cale. Ce n'était pas qu'un accident tragique, mais un manquement total à la responsabilité. La mort de Simon était évitable. C'était le résultat de la négligence, un lieu de travail qui privilégie la vitesse et l'efficacité à la sécurité de base. Et un système qui traitait les travailleurs occasionnels comme s'ils étaient jetables. Le scandale suivant la mort de Simon a choqué le public et a conduit à un cri de justice. Il est devenu clair que l'agence de recrutement, la sélection du personnel et Euroman, l'entreprise qui gère le quai, n'avaient pas réussi à le protéger. Euroman a été condamné à une amende de 50 000 livres pour avoir enfreint les règlements de santé et de sécurité, une pénalité que beaucoup de gens pensaient être bien trop petite pour un échec aussi grave. La famille de Simon, dévastée par sa mort, a lancé la campagne commémorative Simon Jones pour pousser à de meilleures règles de sécurité et dénoncer les entreprises qui mettent les travailleurs en danger. Malheureusement, sa mort n'était pas la dernière de ces tragédies. Notre prochaine histoire nous emmène au 16 août 2012, où un autre jeune travailleur, lors de son tout premier jour dans un nouveau travail, est tombé victime tout comme Simon. C'est l'histoire de Day Davis. Day Davis était un jeune homme de 21 ans, plein d'espoir et prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Il venait d'être embauché comme intérimaire dans une usine d'embouteillage de Bacardi, à Jacksonville, en Floride, par une agence de placement. Comme beaucoup de personnes qui commencent, Day cherchait un revenu stable et la chance de construire un avenir meilleur pour lui-même. Il a obtenu le travail et le 16 août 2012, Day est arrivé à l'usine pour sa première journée de travail. L'usine était un lieu animé rempli des bruits des machines et du mouvement constant des bouteilles et des boîtes. L'une des machines clés de l'usine était une paletteuse, un énorme équipement qui emballait et empilait des caisses de rhum sur des palettes pour l'expédition. Le travail de la paletteuse était simple, mais important. Elle gardait la production en marche avec efficacité.
Cependant, la machine avait une histoire de problèmes. Les bouteilles cassées renversaient de souvent du rhum sur les tapis roulants, les rendant collants et provoquant des blocages fréquents. Ces blocages étaient un problème persistant non résolu depuis des années. Ce jour-là, Day devait aider au nettoyage près de la ligne de production. Une tâche simple, n'est-ce pas? Mais ce jour-là en particulier, le palettiseur s'était de nouveau bloqué à cause des tapis roulants collants et du verre cassé. Selon une procédure de sécurité, un opérateur aurait dû effectuer un cadenassage étiquetage, c'est-à-dire éteindre totalement la machine et la verrouiller pour éviter tout redémarrage pendant l'intervention à proximité. Ce qui a suivi était un véritable cauchemar. Les enquêteurs ont révélé plus tard l'omission d'une étape de sécurité cruciale. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Day a été envoyé sous la paletteuse pour nettoyer le verre brisé et le rhum dans le cadre de ses tâches. Cette tâche l'obligeait à ramper sous la lourde machine, vulnérable à ses mouvements. Pendant que Day travaillait, ses collègues ont fini de dégager le bourrage. Pensant que la zone était dégagée, ils ont redémarré la paletteuse sans se rendre compte que Day était toujours dessous. La machine a repris vie. La paletteuse a commencé à descendre avec une précision mécanique directement sous Day. Maintenant, je devrais vous dire que la paletteuse et les caisses de rhum empilées qu'elle portait pesaient plus de 2000 livres. Pour faire une comparaison, c'est à peu près le poids d'une petite voiture qui appuie sur une seule personne. Day, encore sous la machine, n'a pu réagir à temps. La force d'écrasement était inconcevable. Lorsque ses collègues ont entendu ses cris et ont appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence, il était trop tard. Day fut écrasé à mort par la machine. Une journée de travail ordinaire s'est transformée en une tragédie effroyable. Des enquêteurs ont été appelés pour déterminer ce qui avait mal tourné et les conclusions étaient inquiétantes. La procédure de verrouillage et d'étiquetage, qui aurait pu sauver la vie de Day, avait été complètement ignorée. Dans la hâte de préserver la productivité, cette étape essentielle a été omise. Les problèmes récurrents de bourrage dans la paletteuse étaient donc connus, mais l'entreprise n'avait jamais pris de mesures adéquates pour les résoudre. Au lieu de cela, ils comptèrent sur des travailleurs temporaires comme Day pour nettoyer les dégâts causés par ces dysfonctionnements récurrents. L'administration de la sécurité et de la santé au travail, Occupational Safety and Health Administration, a infligé une amende de 192 000 $ à Bacardi pour de multiples violations de la sécurité. Cependant, après négociation, l'amende a été réduite à 110 000 $. Le décès de Day illustre les conséquences d'un sacrifice de la sécurité au profit de la rapidité. Mais la vitesse ne signifie pas efficacité. Mais tous les dangers sur le lieu de travail ne proviennent pas de la négligence ou des machines. Les risques sont parfois inhérents à la nature même du travail. La violence était la violence, qu'elle provienne d'une personne, d'une machine ou même d'un animal. Peu d'accidents de travail ont été plus populaires que notre prochaine histoire. Steve Irwin était mondialement connu et apprécié. Né en 1962 en Australie, il a grandi entouré d'animaux. Dès son enfance, Steve a appris à manipuler crocodiles, serpents et autres animaux sauvages dans le petit parc de reptiles de ses parents. Steve avait un enthousiasme contagieux et une personnalité plus grande que nature qui en ont fait une icône mondiale. Il est devenu célèbre grâce à son émission Le Chasseur de crocodiles, où il présentait ses rencontres audacieuses avec certains des animaux les plus dangereux de la Terre. En 2006, Steve était l'un des visages les plus reconnaissables de la conservation de la faune. Il avait construit une carrière en prenant des risques, de la lutte avec des crocodiles à la sauvegarde de serpents venimeux, toujours avec un sourire et sa phrase fétiche « Criqui ». Les gens admiraient non seulement son courage, mais aussi son profond respect pour la faune. Le danger faisait partie de son métier, mais c'était un risque qu'il acceptait pour l'éducation et la conservation. Le 4 septembre 2006, Steve tournait un nouveau documentaire intitulé « Les plus mortels des océans ». Le projet portait sur les créatures marines dangereuses et était tourné au large de la côte du Queensland en Australie. Ce jour-là, l'équipe tournait en eau peu profonde, capturant des images de la vie marine pour le documentaire. En cherchant des animaux intéressants à filmer, ils sont tombés sur une grande raie qui se reposait sur le fond marin. Les raies sont généralement des créatures dociles et posent rarement une menace pour les humains, à moins qu'elles ne se sentent menacées. Pour Steve, cette rencontre semblait calme et routinière, comparée aux crocodiles et serpents venimeux qu'il manipulait d'habitude. Steve a décidé de s'approcher de la raie pour la filmer de près.
Comme d'habitude, il se déplaçait prudemment pour ne pas effrayer l'animal, mais à un moment donné, la raie a peut-être eu l'impression d'être acculée ou menacée. En un éclair, elle a fouetté sa queue, frappant Steve à la poitrine à plusieurs reprises avec son dard venimeux. L'équipage s'est empressé de le hisser sur leur bateau, mais il était trop tard. Il est mort en quelques minutes. L'ensemble de l'incident a été filmé, bien que les images n'aient jamais été rendues publiques à la demande de sa famille. Le choc a fait des vagues autour du monde. Steve Irwin avait manipulé certains des reptiles les plus mortels de la planète, souvent avec un sens du spectacle flamboyant, amenant les gens à penser que si quelque chose lui arrivait, ce serait à cause d'un crocodile ou d'un serpent venimeux. Mais c'était une raie. Les décès causés par des raies sont exceptionnellement rares. En Australie, il n'y avait eu qu'un seul autre décès enregistré lié à une raie avant celui de Steve. L'effusion de chagrin était immense. Des millions de fans ont pleuré sa perte, se rappelant de lui comme un aventurier audacieux et un homme qui se souciait sincèrement des animaux avec lesquels il travaillait. Pourtant, même au milieu de ce chagrin, sa mort a déclenché une étrange vengeance contre les raies. Dans les semaines qui ont suivi l'incident, des dizaines de raies ont été retrouvées mutilées le long du littoral australien dans une vengeance mal dirigée. La famille de Steve a condamné ces actions, rappelant au monde que Steve avait passé sa vie à protéger les animaux et n'aurait jamais voulu qu'il soit décès à blessé. La mort de Steve Irwin était une tragédie professionnelle unique. Pour lui, la nature était son bureau malgré les risques associés. Mais personne n'aurait pu prédire un tel résultat d'un animal si rarement associé au danger. Alors que l'histoire de Steve Irwin illustre l'imprévisibilité de la nature, la suivante démontre que les erreurs humaines peuvent aussi être fatales. Cette histoire parle d'un homme, d'une arme et du fils de Bruce Lee. Confus ? Laissez-moi expliquer. Brandon Lee était le fils de Bruce Lee, le célèbre artiste martial. Mais dans les années 90, Brandon se frayait un chemin à Hollywood. Il voulait montrer qu'il était plus que le fils de Bruce Lee. Brandon était talentueux, charismatique et avait un avenir brillant devant lui. En 1993, il a décroché le rôle principal dans The Crow, un film sombre sur un homme qui est assassiné et revient d'entre les morts pour se venger. Ce rôle a été un tournant pour Brandon et aurait pu le propulser vers la gloire. Le film était audacieux et excitant, avec des scènes d'action intenses et des visuels obsédants. Mais en coulisses, les choses étaient moins fluides et une erreur pendant le tournage changerait tout. Le 31 mars 1993, Brandon tournait une scène importante. Dans celle-ci, son personnage entre dans une pièce et est abattu par un autre acteur avec un revolver. C'était un moment dramatique central de l'histoire, et comme toutes les séquences d'armes à feu à Hollywood, elle était censée être soigneusement mise en scène. Le pistolet utilisé dans la scène était chargé de cartouches à blanc, des munitions qui créèrent le bruit et l'éclair d'un coup de feu sans tirer de véritables balles. Tout semblait routinier, personne ne s'attendait à un problème. Ce que l'équipe n'a pas réalisé, c'est que le revolver avait une erreur mortelle. Lors d'une scène précédente, le même pistolet avait été chargé avec des balles factices, qui sont des munitions qui semblent réelles, mais qui manquent de poudre à canon. Elles sont souvent utilisées pour des gros plans où les balles dans le barillet sont visibles. Une de ces balles factices s'était coincée dans le canon du pistolet, une condition connue sous le nom de charge bouchonne. Cela aurait dû être détecté lors d'une inspection minutieuse, mais ce ne fut pas le cas. En chargeant le pistolet avec des cartouches à blanc pour la scène de Brandon, l'équipe a involontairement créé les conditions d'un désastre. Les cartouches à blanc ne contiennent pas de balles, mais produisent suffisamment de force pour propulser ce qui est dans le canon. Lorsque la gâchette a été pressée, la cartouche à blanc a été tirée, poussant la fausse balle coincée hors du canon avec une vitesse mortelle. Le projectile a frappé Brandon à l'abdomen, causant des blessures internes catastrophiques. Au début, personne sur le plateau n'a saisi ce qui s'était passé. Brandon est tombé comme prévu dans le scénario, mais quand il ne s'est pas relevé, l'équipe a réalisé que quelque chose n'allait pas. Le chaos a éclaté alors que les gens se précipitaient pour l'aider. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont tout fait pour le sauver. Tragiquement, les dégâts étaient trop graves. Brandon Lee est décédé plus tard ce jour-là, à seulement 28 ans. Les enquêtes ont rapidement révélé la série d'erreurs qui ont conduit à l'accident mortel. L'armurier du film était absent ce jour-là et les protocoles de sécurité pour manipuler l'arme n'avaient pas été respectés. Une simple inspection aurait pu révéler le canon obstrué.
Mais dans la précipitation de la production, cela a été négligé. Suite au décès de Brandon, des engagements de réforme ont été pris. Hollywood a renforcé les règles de sécurité pour les armes à feu sur les plateaux, mais les leçons n'ont pas été retenues. Des années plus tard, des tragédies similaires se sont produites, comme la fusillade de 2021 impliquant Alec Baldwin sur le plateau de Rust, où la directrice de la photographie Helena Hutchins a perdu la vie. Ces incidents ont prouvé que les défaillances de sécurité continuent de se produire lorsque les précautions appropriées sont ignorées. Les catastrophes au travail peuvent avoir diverses formes. Parfois, c'est un accident, parfois c'est de la négligence, et parfois c'est quelque chose de bien plus délibéré qui brise l'illusion de sécurité sur un lieu de travail. Le 26 août 2015, lors d'un segment d'actualité en direct le matin en Virginie, la journaliste Alison Parker et le caméraman Adam Ward étaient à Bridgewater Plaza à Minetta, en Virginie. Alison, une journaliste de 24 ans, interviewait en direct Vicky Gardner, une dirigeante d'entreprise locale. Adam, 27 ans, était derrière la caméra, capturant chaque moment avec son professionnalisme habituel. Pour l'équipe de télévision, c'était une autre mission de routine couvrant une histoire communautaire. La diffusion a commencé comme tout autre, avec Alison souriante et engageant son invité dans la conversation. La caméra d'Adam a parfaitement encadré la scène, montrant la place animée derrière eux. Mais alors qu'Alison posait sa prochaine question, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un homme est apparu de nulle part. Sans aucun avertissement, il a ouvert le feu. Le premier tir a étonné tout le monde. Alison a hurlé, lâché son micro et s'est enfuie. La caméra d'Adam est tombée quand il a tenté de réagir. Mais c'était trop tard. Alison et Adam ont été abattus à plusieurs reprises devant leurs collègues horrifiés dans la salle de contrôle. Les téléspectateurs ont également assisté au chaos avant l'interruption soudaine de la diffusion. L'agresseur était Westerly Flanagan, un ancien employé de télévision de 41 ans qui avait travaillé à la station sous le nom à l'antenne de Brice Williams. Flanagan a été licencié en 2013 pour son comportement instable et ses conflits avec ses collègues. Au fil des années, sa colère s'est enracinée et il a blâmé Alison et Adam pour sa situation. L'attaque s'est poursuivie lorsque Flanagan a enregistré la fusillade de son point de vue et posté les images sur les réseaux sociaux, dans un acte de cruauté calculée. Bien que je ne vous la montrerai pas, la vidéo s'est rapidement propagée en ligne. Beaucoup ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte de farce, car l'idée d'un meurtre diffusé en direct à la télévision semblait trop incroyable. Mais ce n'était pas le cas, c'était réel, et la réalité était révoltante. Cette histoire rappelait que la violence au travail peut frapper n'importe où, même dans des environnements où les gens se sentent en sécurité. Pour ceux qui connaissaient Alison et Adam, leur perte était profondément personnelle, et c'était un réveil effrayant pour le monde sur la fragilité de la sécurité. Jusqu'à présent, nous avons parlé de tragédies individuelles et d'attaques ciblées, mais qu'en est-il des catastrophes à grande échelle ? C'est l'histoire de Rana Plaza. Rana Plaza était un immeuble commercial de 8 étages à Dhaka, au Bangladesh. Il y a été construit en 2006 et abritait plusieurs usines de vêtements produisant des vêtements pour de grandes marques internationales comme Primark, Walmart et Benetton. Des milliers de travailleurs, surtout des femmes, travaillaient de longues heures dans le bâtiment, cousant des vêtements destinés à être vendus dans le monde entier. Pour beaucoup de ces travailleurs, le travail était leur salut. Ils procuraient un revenu modeste mais vital dans un pays où les opportunités étaient rares. En avril 2013, Rana Plaza était devenu un centre d'activité bouillonnant. Mais le bâtiment n'était pas destiné à des usines. Initialement conçu pour des magasins et bureaux, il était mal construit et présentait de nombreux défauts. Des étages illégaux avaient été ajoutés avec des matériaux de qualité inférieure. Le 23 avril 2013, les travailleurs ont vu quelque chose d'alarmant. De grandes fissures étaient apparues dans les murs et les piliers du bâtiment. Les fissures étaient aussi grandes que les autorités ont ordonné une évacuation et les magasins et bureaux des étages inférieurs ont fermé. Mais la situation était différente pour les usines de vêtements aux étages supérieurs. Les propriétaires d'usines, probablement sous pression pour respecter les délais de production pour leurs clients internationaux, ont insisté pour que le travail continue. On a dit aux travailleurs de revenir le lendemain ou de perdre leur emploi. Malgré leurs craintes, beaucoup ont accepté à contre-cœur, inquiets du chômage. Aucune enquête appropriée n'a été menée pour vérifier la cause des fissures.
Le propriétaire a assuré que le bâtiment était sûr et de nombreux travailleurs l'ont cru. Sans inspection officielle, des milliers de travailleurs sont retournés dans ce qui allait devenir un piège mortel. Le matin du 24 avril 2013 a commencé comme tous les autres. Des milliers de travailleurs sont entrés dans le bâtiment prenant leur place à des machines à coudre pendant que les superviseurs les pressaient de remplir leur quota. Mais peu avant 9 heures, le drame est survenu. Le bâtiment a émis un son profond et gémissant comme s'il luttait pour se maintenir ensemble. Puis en un instant, tout a cédé. Ce qui a suivi était le chaos. 8 étages de dalles de béton, de poutres d'acier et de câblages emmêlés se sont effondrés comme un château de cartes renversées. Le bruit était assourdissant, un grondement tonitruant de béton qui craque et de métal qui grince, mélangé aux cris terrifiés de milliers de travailleurs à l'intérieur. L'effondrement a rempli l'air d'une dense poussière grise, entravant la vision et la respiration. Plus de 3600 personnes étaient coincées sous les décombres de ce qui avait été un lieu de travail animé. Des cris étouffés d'aide résonnèrent sous les débris, une scène de destruction totale jonchée de fragments de machines à coudre, de vêtements et de vies brisées. Un cauchemar devenu réalité. L'effondrement peut sembler soudain, mais l'était-il vraiment ? Je veux dire que ces fissures dans les murs et les piliers criaient pratiquement qu'un malheur allait arriver. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu d'avertissement. Je pense que c'est l'une de ces situations où les gens ont ignoré les signes parce qu'ils ne voulaient pas croire qu'un événement aussi catastrophique pourrait réellement se produire, ou peut-être qu'ils ne se souciaient tout simplement pas assez pour agir. Je ne sais pas, mais cela vous fait vous demander combien aurait pu être évité si quelqu'un avait pris ces fissures au sérieux. Ne penses-tu pas ? Quoi qu'il en soit, le chaos qui a suivi a duré des jours. Les survivants piégés dans les décombres ont décrit les moments terrifiants après l'effondrement. Une obscurité totale, une chaleur étouffante et le son des cris tout autour d'eux. Certains étaient piégés sous de lourdes poutres, immobiles, tandis que d'autres survivaient dans de petites poches d'air. Beaucoup sont morts sur le coup, mais pour d'autres, le cauchemar a duré des jours. Les efforts de sauvetage ont commencé presque immédiatement, mais ils étaient chaotiques. Des bénévoles et des secouristes, armés de rien d'autre que de petits outils dans leurs mains nues, ont fouillé les décombres à l'écoute de faibles cris ou de bruits de tapotement. Imaginez être secouriste, aidant quelqu'un tout en entendant parler d'une autre personne en détresse. Pour certains survivants, la seule façon de les sauver était de couper les membres coincés sous le béton pour les libérer avant qu'ils ne succombent à la déshydratation ou à l'infection. Lorsque les efforts de secours ont pris fin, le bilan des morts avait dépassé 1100, avec plus de 2500 autres gravement blessés. La scène évoquait un film d'horreur. Alors que la poussière retombait, on s'interrogeait sur les causes d'une telle tragédie. Des enquêteurs ont été appelés pour déterminer ce qui n'allait pas, et les conclusions étaient accablantes. Le bâtiment avait été construit sans les permis appropriés, et l'ajout illégal d'étages supplémentaires avait surchargé sa structure. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt sur le fait qu'il n'était pas censé abriter des usines ? Les vibrations des machines à coudre lourdes avaient encore affaibli le bâtiment, rendant l'effondrement inévitable. Pourtant, malgré des signes d'alerte clairs, les propriétaires d'usines avaient choisi d'ignorer les risques, forçant les travailleurs à retourner dans un piège mortel. La catastrophe de Rana Plaza est devenue un scandale mondial. De grandes marques ont été scrutées pour avoir sous-traité leur production à des usines aux conditions de travail précaires. En réponse, l'accord du Bangladesh sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments a été créé, promettant d'améliorer les normes de sécurité dans l'industrie du vêtement. Des fonds d'indemnisation ont été mis en place pour les victimes et leurs familles, même si de nombreux survivants ont reçu peu ou rien du tout. L'effondrement du Rana Plaza n'est pas seulement l'histoire d'un bâtiment qui tombe, mais encore un rappel de ce qui se passe lorsque le profit compte plus que les vies humaines. De tels incidents ne devraient jamais arriver, mais hélas, ils persistent. Toutes ces histoires, qu'il s'agisse d'effondrements de bâtiments, de pannes de machines ou d'actes de violence, illustrent le lourd tribut payé lorsque la sécurité est ignorée au profit du gain ou par négligence. Ces tragédies nous rappellent que derrière chaque chiffre se trouvent de vraies personnes avec des vies, des familles et des rêves, et il incombe à nous tous de veiller à ce que leurs histoires ne soient jamais oubliées. Que pensez-vous de ces tragédies ? Peuvent-elles vraiment être évitées ou sont-elles simplement le coût à payer pour faire des affaires ? Partagez vos réflexions en commentaire. Souhaitez-vous soutenir la chaîne ?
Rejoignez-nous pour des avantages exclusifs. Merci d'avoir regardé, à la prochaine. Restez audacieux et courageux.